François Peyotte s'adresse à Bernard de Montréal en tant que consultant personnel et lui explique qu'il rencontre souvent des couples lors d'événements sociaux, mais qu'ils se heurtent toujours au même problème. Il constate que l'un des partenaires prend constamment toute la place, écrasant ainsi l'autre. Il remarque également que c'est souvent la femme qui domine, alors que l'on pourrait penser que c'est l'homme qui prendrait le dessus. François souhaite connaître l'attitude de Bernard lorsqu'il est confronté à cette situation. Bernard répond honnêtement en disant qu'il ne se rend jamais chez des couples en tant qu'invité. Il explique que les seules personnes qu'il fréquente sont des personnes qu'il connaît depuis longtemps et qui le connaissent bien. Il préfère ne pas participer à des événements sociaux car il veut avant tout passer un bon moment, sans être encombré par son statut public. Il ajoute que les gens le connaissent et savent qu'il possède des capacités extrasensorielles, ce qui rend difficile de s'intégrer et de participer normalement à une expérience sociale. Il avoue également ne pas avoir d'amis, mais plutôt des connaissances, ce qui constitue un dilemme dans sa vie. En voyageant beaucoup, il rencontre principalement des professionnels, mais il remarque que ces rencontres finissent toujours par tourner autour de lui et de ses capacités. Il admet ne pas prendre de plaisir dans ces rencontres, mais espère qu'un jour il pourra rencontrer des gens pour échanger des idées claires et stimulantes. Actuellement, son mental est constamment en ébullition, ce qui l'empêche de profiter pleinement des interactions sociales. La personne s'exprimant lors de cette conversation se décrit comme quelqu'un qui est en dehors des points de vue de l'homme, et par conséquent, elle parle des sujets tels que la médecine, la politique, la science et l'évolution à sa manière. Elle affirme ne pas prendre plaisir à socialiser ou à rencontrer des gens, car cela lui demande beaucoup d'énergie et elle préfère rester concentrée sur son travail. Elle conseille à l'interlocuteur de ne pas s'impliquer autant dans ces situations et de chercher à se détendre. Cependant, elle souligne que l'interlocuteur est un ésotériste, avec une tendance à vouloir mettre de l'ordre dans le désordre psychologique du mental, ce qui l'empêche de se relaxer. Elle mentionne également qu'elle choisit avec qui elle dépense de l'énergie et qu'elle évite les personnes qui sont insécurisées dans leur travail, car elles ne peuvent pas offrir une interaction créative. Elle utilise l'exemple d'un chirurgien esthétique qui veut montrer ses réalisations, mais elle n'est pas intéressée par cela. Finalement, elle explique qu'elle préfère ne pas aller chez les autres pour éviter les situations où elle n'est pas à l'aise et qu'elle préfère rencontrer des gens sensibles lors de séminaires ou parmi le public. Le conférencier exprime son sentiment de décalage psychologique et d'incompréhension entre lui-même et les personnes qu'il rencontre. Il explique qu'il préfère envoyer sa femme aux événements sociaux car elle est plus sociable, tandis qu'il est plus intéressé par des rencontres avec une dimension intellectuelle et spirituelle. Il relate une expérience où il a été invité à une soirée dans une villa par un ancien pilote de chasse allemand, mais il a refusé car il ne voulait pas être utilisé comme une curiosité. Il exprime son désir d'être invité de manière plus simple et authentique. Est-ce être réduit à son bagage intellectuel? Il exprime également son envie d'aller dans des rencontres réservées à des groupes fermés, comme les francs-maçons, mais il se rend compte que la mécanique sociale et ses idées choquantes l'empêchent de vivre une vie sociale normale. Le conférencier interagit avec le public en demandant s'il voudrait l'inviter chez eux pour un événement tel qu'un vernissage ou une soirée de danse. Il souligne le fait que les gens sont souvent curieux de son côté ésotérique, mais il est conscient du problème que cela pose pour son intégration sociale. Une participante suggère qu'il devrait essayer de se saouler pour paraître plus normal, mais il répond en disant qu'il ne veut pas perdre la lucidité qu'il a acquis après avoir payé un prix élevé. En conclusion, il partage sa conviction que les gens vont de plus en plus ressentir cette difficulté de socialisation à mesure qu'ils se conscientisent et qu'il est nécessaire de devenir plus sélectif dans ses interactions pour préserver son énergie mentale. Dans cette conversation, l'orateur parle de l'importance de laisser son ego de côté pour établir des liens authentiques avec les autres. Il explique qu'il préfère rester anonyme et transparent, car cela permet à la machine, la relation, de bien fonctionner. Il raconte une expérience où il a invité un Américain chez lui, mais le fait de le revoir à plusieurs reprises l'a obligé à se reconnecter à chaque fois, ce qu'il préférait éviter. Il observe que les gens veulent toujours revivre les moments agréables et créent un cercle d'invitation qui peut être épuisant. Pour contrebalancer cela, il choisit d'être volontairement absent par moment. L'orateur évoque également sa vie familiale et affirme que sa famille fonctionne sur un processus de créativité égoïque en constante évolution. Pour maintenir l'équilibre, ils sont obligés de voyager fréquemment, car cela leur permet de se régénérer. Il explique que lorsque nous sommes trop impliqués dans notre environnement, il est nécessaire de s'en éloigner pour se reposer et repartir ensuite.
Concernant l'éclatement des familles, il considère que cela est dû à la fois aux forces perturbatrices de la civilisation et au manque d'intelligence de l'homme pour dépasser les conditions qui lui sont imposées. Il critique les sociologues qui analysent cette situation comme quelque chose d'inévitable et souligne que l'homme, s'il a de l'esprit, est capable de se créer un état d'esprit qui le protège des aspects négatifs de la société tout en profitant des aspects positifs. Le texte souligne l'importance de la relation entre les forces sociologiques et les expériences individuelles. Il met en évidence le rôle de la musique heavy metal comme exemple d'une force sociale qui peut atrophier l'esprit et enlever l'identité des individus. L'auteur souligne que certaines personnes sont plus influençables que d'autres, et que cela peut les conduire à une dépendance à cette musique. 7. Drogue musicale peut ensuite mener à la consommation de drogue réelle. Cependant, il souligne que certains individus ont la force intérieure nécessaire pour se désengager de ces influences et vivre au-dessus de ces paramètres sociologiques. Il soutient que ceux qui sont différents ont probablement mené une recherche intérieure pendant des années pour mieux comprendre et accepter leurs différences. Finalement, il affirme que ceux qui passeront de l'involution à l'évolution seront totalement dehors du moule, et cela se reflètera dans tous les aspects de leur vie. Dans cette entrevue, Bernard de Montréal évoque le développement de structures au Québec pour accueillir des personnes talentueuses et intuitives. Il souligne l'importance de laisser le temps aux nouvelles idées de s'intégrer harmonieusement dans la société existante, sans chercher à provoquer de bouleversements. Il insiste sur le fait que l'homme doit d'abord changer intérieurement et devenir transparent avant de partager sa science avec d'autres sphères traditionnelles. Il mentionne également son accueil positif en France, où il a été bien reçu en raison de l'intérêt pour ses idées sur le paranormal et l'ésotérisme. Selon lui, il faut faire confiance à l'homme et croire en sa capacité à résoudre les problèmes de l'humanité. Il souligne l'importance de la transparence et de l'absence d'égoïsme dans la conscience, ainsi que le pouvoir de rejoindre les autres par pénétration plutôt que par confrontation. Enfin, il souligne que l'esprit n'a pas de patrie et que tous les hommes sont à la recherche d'une réponse définitive aux problèmes de l'humanité. L'homme doit se libérer de toute autorité afin de pouvoir utiliser pleinement la sienne. Cependant, il ne doit pas se donner une autorité illusoire devant ceux qui possèdent déjà une certaine autorité dans la société, comme les professeurs et les scientifiques. Il est important de ne pas perturber ces personnes, car cela peut engendrer des conflits. Il est également essentiel de ne pas prétendre détenir la vérité absolue devant les autres, car cela a été une leçon tirée de l'Allemagne nazie. Si un jour l'homme parvient à manifester une volonté créative et une autorité cosmique, il sera si développé qu'il pourra entrer en contact avec des civilisations évoluées à différents niveaux, mais de manière intelligente et convaincante. Cependant, pour comprendre tout cela, il est nécessaire de se rendre anonyme et de comprendre que l'intelligence est le mouvement d'une énergie créative qui se manifeste à travers nous. Le plus grand danger lors de l'exploration de domaines occultes ou ésotériques est de croire qu'on sait tout. Les nouveaux hommes, lorsqu'ils commencent à explorer de nouvelles frontières, doivent être vigilants contre l'illusion de croire qu'ils savent tout, car les autres hommes vibratoires peuvent déceler cette faille. Maintenant, en étant vibratoires, nous sommes capables de discerner les intentions à travers la forme. Dans cette interview, l'auteur parle d'une discussion qu'il a eue avec un médecin au sujet de la pratique de la mordida au Mexique, qui consiste à donner un surplus d'argent en remerciement d'un travail bien accompli. L'auteur explique que pour lui, donner un supplément d'argent après le travail est un geste de gratitude, tandis que le faire avant peut conduire à acheter la volonté de la personne temporairement et mettre de côté les autres clients. Selon lui, il est important de comprendre la signification profonde de la mordida et de laisser aller son esprit jusqu'au bout pour en apprendre davantage. L'auteur souligne également l'importance de désengager son ego pour permettre à l'intelligence de descendre et d'apprécier les enseignements des autres. Il affirme que l'homme ne peut pas traiter de tout ce qui existe, mais lorsqu'il rencontre d'autres hommes avec qui il peut travailler, ils peuvent ensemble défaire le chandail de la vérité et apprendre mutuellement. La discussion se tourne ensuite vers le rôle de l'autorité au sein de la famille. L'auteur souligne que de nos jours, il y a une redéfinition des rôles du père et de la mère, ainsi qu'un comportement anarchique des enfants. Il rejette l'idée selon laquelle ce sont les enfants qui éduquent les parents, affirmant plutôt que si cela se produit, c'est parce que les parents ne sont pas suffisamment conscients de leur autorité et n'ont pas assez de sensibilité pour éduquer leurs enfants. Il affirme que les parents doivent être conscients de leur autorité dans la conscience pour pouvoir l'exercer correctement. Dans ce texte, l'auteur remet en question la façon dont nous percevons et vivons la famille dans la société moderne. Selon lui,
les parents doivent prendre conscience de leur autorité dans la conscience plutôt que de simplement se conformer à des rôles sociaux prédéfinis. Il explique que les enfants sont trop intelligents pour être simplement influencés par l'autorité psychologique de leurs parents. Et qu'ils ont besoin de parents qui cultivent leur propre identité et se respectent mutuellement sur le plan spirituel. L'auteur critique l'étude sociologique de la famille, affirmant qu'elle enferme les parents dans des rôles prédéfinis au lieu de les laisser s'épanouir en tant qu'êtres spirituels. Il soutient que la vie est une autorité créative et que les parents devraient vivre leur identité réelle pour éduquer leurs enfants de manière authentique. Il attire également l'attention sur les questions d'identité sociologique et de rôle de genre dans la société, soulignant que ces questions ne devraient pas être abordées de manière simpliste et normative, mais plutôt en reconnaissant et en encourageant la créativité individuelle et nécessaire à l'évolution. Finalement, il conclut en insistant sur l'importance de la lucidité dans la compréhension et la transformation des relations familiales et des rôles de genre. Il est important pour les hommes de faire preuve de transparence et d'accepter l'entrée des femmes dans la société. L'auteur donne l'exemple d'une femme intelligente et lucide qui devient une menace sociologique pour les hommes, car elle pénètre leur univers et les oblige à la regarder et à reconnaître son talent. Selon lui, il est essentiel que les femmes se découvrent une identité plutôt que de chercher un rôle sociologique. Cela nécessite d'être centré, d'avoir une conscience de soi et une identité. On ne peut pas se créer une identité créative, cela fait partie de l'évolution de la conscience. L'auteur affirme que si les hommes et les femmes parviennent à s'élever au-dessus de leur personnalité sociologique, ils trouveront leur place et leurs enfants bénéficieront d'une complémentarité créative. Il prend l'exemple de sa propre famille, où son épouse et lui-même ont développé leur intelligence et leur identité, ce qui a conduit à l'équilibre émotionnel et mental de leur fille. L'auteur critique le fait de se fier aux autorités pour déterminer sa propre sexualité, affirmant que l'homme doit être capable de la découvrir par lui-même en développant son identité. Dans ce texte, le conférencier soulève des questions sur la pensée et la sexualité chez l'homme. Il affirme que la sexualité est souvent vécue comme une souffrance à cause des attentes sociales et des pressions de performance. Il souligne que la sexualité devrait être contrôlée par la volonté créative de l'homme plutôt que par des forces astrales. Il exprime également que de nombreuses personnes souffrent de solitude à cause de leurs attitudes intérieures basées sur l'ego et les valeurs psychologiques du moi. Le conférencier évoque ensuite le rôle des grands-parents dans l'éducation des petits-enfants, indiquant que leur présence peut entraîner une perte d'autorité pour les parents et perturber l'évolution et l'éducation des enfants. Il conclut en soulignant l'importance pour chacun de trouver sa propre identité et autorité interne pour vivre une sexualité créative et une vie de couple épanouissante.